10 ans après le 18 Brumaire, Napoléon décide de publier l'ensemble des documents recueillis par la mission scientifique de l'expédition d'Égypte sous forme d'un monument éditorial, la description de l'Égypte, qui doit être aussi un monument à sa gloire. La France a reçu ces ornements immortels de la main d'un héros qui compose ses trophées des plus sublimes ouvrages de l'Antiquité et qui attache ainsi la mémoire de ses triomphes à toutes les époques de la gloire des beaux-arts. La préface rédigée par Fourier et le frontispice qui ouvre la description de l'Égypte apparaissent porteurs d'une même charge de propagande napoléonienne. Le dessinateur François-Charles Cécile présente l'Égypte par la porte d'un temple dont il aurait fermé le seuil pour en faire un cadre régulier. Ce cadre donne accès à un raccourci recomposé de l'Égypte, mêlant allégorie et paysage, reconstitution architecturale et archéologie. Le cours du Nil, dont les sources sont encore inconnues à cette date, remonte depuis son delta jusqu'à Assouan. Vision grandiose et fictive, qui rassemble des monuments situés à plusieurs jours de distance les uns des autres, sur les deux rives du fleuve, mais sans aucune présence humaine ni évocation de l'Égypte contemporaine ou postérieure à l'Antiquité, pourtant largement décrite dans l'ouvrage. Parmi les 160 savants de l'expédition, la découverte fascinée de l'Égypte antique a été largement le fait d'ingénieurs soucieux d'observer les monuments dans leur site et qui ont adopté pour devise de tout mesurer et dessiner. Mais le temps semble arrêté à la représentation du pays tout entier par l'art des pharaons. Au premier plan, un amoncellement d'objets. La pierre de Rosette, découverte pendant l'expédition mais saisie à la capitulation par les Anglais. Le zodiaque de Dendera. Un papyrus. Un chapiteau à feuilles de dattier, un dieu égyptien à corps d'homme et tête d'animal, des béliers qui semblent plus relever des goûts astrologiques du temps que de l'archéologie, un sphinx de Thèbes et une autre tête de sphinx très proche du style d'un kouros d'art grec classique. La colonne corinthienne accolée au cadre, dite colonne de Pompée, est alors à Alexandrie comme l'obélisque, identifié comme l'aiguille de Cléopâtre, qui sera transporté en 1880 à New York quand la ville souhaitera avoir son obélisque comme toutes les grandes cités d'Europe. Pièces d'art égyptien, ces objets jouent aussi le rôle de passerelle entre l'art égyptien et l'art gréco-romain. Ils illustrent cette conception du début du XIXe siècle selon laquelle l'art des pharaons constitue le berceau de l'art avant son apogée réel, l'art grec classique. L'Égypte a passé le flambeau à la Grèce qui l'a transmis à travers les siècles aux artistes et aux savants français. Sur le cadre, les motifs qui ornent la porte semblent dériver de l'art égyptien, mais sont traduits dans le langage du bas-relief de l'art grec classique. En haut domine la frise allégorique de Bonaparte écrasant les Mamelouks et suivie des arts et des sciences. Napoléon Bonaparte, en Apollon nu, conduit le fameux quadrige des chevaux de Saint-Marc, transporté de Venise à Paris à la suite de la campagne d'Italie. Au-dessus de lui brille l'étoile de la nouvelle dynastie impériale, sur le globe ailé des antiques pharaons. La commission des arts et des sciences, représentée par 4 rangées de muses, regarde la silhouette du Nil, inspirée de la célèbre sculpture romaine, également envoyée à Paris à cette époque, emportant dans ses flots une horde désordonnée de Mamelouks. Terrifié par l'aigle, symbole de l'armée impériale, l'ennemi en déroute s'enfuit derrière une pyramide. Le héros conquérant a rapporté en Égypte les arts et les sciences après un long exil. Chassés par Bonaparte, les Mamelouks réapparaissent sur la frise inférieure, soumis et payant tribut. Sur les montants latéraux, des trophées d'armes, des drapeaux et des enseignes composées de couronnes et de médaillons portent le nom des principaux champs de bataille de Syrie et d'Égypte. Dans les angles s'inscrit l'abeille, autre symbole impérial. Au paysage sans vie s'oppose la fougue du jeune conquérant, seul capable de le ranimer. Le frontispice compose une sorte d'arc de triomphe, à la fois défilé de sujets vaincus et apothéose du vainqueur, et devient une image qui légitime le pouvoir de Napoléon Bonaparte. Il unit le culte de la personnalité du général en chef à l'idée classique du héros demi-dieu. Comme César, Napoléon s'était hissé au pouvoir impérial à partir du commandement suprême de l'armée, et comme lui, il avait fondé un empire en passant par la terre d'Égypte. Expédition voulue par le destin, suggère la préface, car le propre de ce pays
et d'appeler l'attention des princes illustres qui règlent les destinées des nations. L'entreprise encyclopédique de la description a aussi pour but de transformer l'aventure militaire de l'expédition d'Égypte, conduite puis abandonnée par un futur dictateur, en une conquête culturelle et archéologique accomplie par le seul génie de l'empereur. L'emprise de la propagande napoléonienne ne s'exerce en fait que sur le frontispice, la préface et la forme générale. Le contenu même de la description ne fait aucune référence à l'expédition. La volonté de description scientifique qu'inaugure cet ouvrage, dont la publication est poursuivie jusqu'en 1835, va transformer la vision des artistes. Le répertoire de formes que diffuse la description sera désormais largement utilisé par les peintres pour évoquer l'Orient.